Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler des perceptions et des sensations, puisqu'il s'agit d'un sujet très intéressant qui a été abordé dans le livre Les fondations philosophiques des neurosciences, dont j'ai déjà résumé une première partie dans ma vidéo sur l'erreur méréologique. Mais chaque vidéo sera totalement indépendante par rapport aux autres, donc vous pouvez uniquement regarder celle-ci si vous le souhaitez. Et aujourd'hui, si on va aborder ce sujet, c'est dans la continuité de l'objectif des auteurs qui est d'identifier des erreurs conceptuelles qu'utilisent les neuroscientifiques et qui ont des répercussions délétères sur leur travail. Donc on va définir la notion de sensation et de perception. On va aussi parler des présupposés métaphysiques qu'ont plus ou moins consciemment certains neuroscientifiques lorsqu'ils abordent ces sujets. Et on va aussi parler du problème de la liaison, de binding problem. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Un point intéressant qui a été abordé par les auteurs, c'est la distinction entre perception et sensation. Parce que ces usages sont parfois confondus, parfois ils sont imbriqués d'une certaine manière que les auteurs rejettent. Et eux déjà, ils posent les choses en disant que concernant la perception, nous pouvons avoir des degrés de clarté de perception. Nous pouvons dire: ah, j'ai eu l'impression, il m'a semblé avoir vu un chat au loin. On peut ne pas être certain, avoir l'impression d'avoir plus ou moins bien vu, alors que concernant une sensation, il n'y a pas de degré de clarté. On ressent directement la sensation. Par exemple, si j'ai une douleur, je ne peux pas me dire il m'a semblé ressentir une douleur. J'en suis certaine, puisque la douleur m'arrive directement. Cela peut même être une douleur d'un membre fantôme. De la même manière, je ne dirais pas il m'a semblé. Directement, je ressentirai la douleur et il n'y aura pas de degré de clarté. Les auteurs différencient la perception et la sensation par le fait que la perception fasse référence à un objet qui existe de manière indépendante de notre perception. Par exemple, si je perçois un chat dans mon champ visuel, même si ce chat sort de mon champ visuel, il continue à exister et il existait indépendamment de ma perception. Alors que au niveau de la sensation n'existe que parce qu'elle est ressentie. C'est pour cela qu'on peut avoir des niveaux de clarté concernant la perception et pas de niveau de clarté concernant la sensation, puisqu'on peut plus ou moins bien percevoir cet objet extrait, par exemple ce chat qui existe indépendamment de notre perception. On peut se tromper, avoir l'impression de voir un chien, on peut plus ou moins bien percevoir son pelage, alors que concernant une sensation, la sensation n'existe qu'en tant que ressenti. Donc, il n'y a pas cet objet extrayable indépendant de la sensation. Si par exemple, je ressens une douleur vis-à-vis d'un membre fantôme, le membre n'existe pas et pourtant, cette douleur existe à travers le ressenti. Et toute la référence même de l'existence de cette sensation est au niveau de notre ressenti. Donc nous pouvons avoir des intensités dans nos ressentis, mais nous ne pouvons pas avoir des niveaux de clarté. Selon les auteurs, les sensations sont empreintes de qualités phénoménales, mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont internes, privées, impartageables. Non, ces qualités-là peuvent tout de même être visibles à travers les comportements et les paroles rapportées. Bon, je ne pense pas que tout le monde dans le monde philosophique accepterait ces définitions. Rien que les illusionnistes, je les vois mal accepter une définition des sensations basée sur des qualités phénoménales et une forme de référence directe plus ou moins dite. Mais disons que tant que ces définitions peuvent sembler cohérentes pour les neuroscientifiques, ça permet de poser une base sur laquelle on peut ensuite construire quelque chose, puisque pour l'instant, les neuroscientifiques utilisent parfois ces notions de sensation et de perception de manière un peu étrange ou ils les imbriquent de manière étrange. Au moins, le fait de poser de la sorte des définitions, même si elles sont discutables et qu'ensuite peut-être d'autres philosophes vont les remettre en question ou d'autres neuroscientifiques, cela permet de mettre au clair les choses et de ne pas utiliser ces deux termes de manière interchangeable. Parce que personnellement, j'entends beaucoup de personnes travaillant dans le milieu des neurosciences les utiliser de manière totalement interchangeable. Après avoir défini les usages définitionnels qui, selon eux, devraient être en vigueur pour les neuroscientifiques, les philosophes auteurs de ce livre vont essayer d'identifier les présupposés métaphysiques qui sous-tendent les différents écrits en neurosciences sur la perception et les sensations. Les neuroscientifiques ont un présupposé métaphysique qui n'est pas forcément conscientisé ou pas forcément posé. Bon, déjà, un premier présupposé métaphysique, une forme de réalisme. Et deuxième présupposé métaphysique qui, lui, est quand même un peu plus subtil. On pourrait se demander pourquoi il parle de ce présupposé métaphysique. C'est le fait d'associer aux objets des qualités primaires qui
elles, leur appartiennent, leur sont intrinsèques, comme par exemple leur forme, leur extension, leur mouvement. Et ça, il s'agit de qualités qui sont perçues comme appartenant de manière intrinsèque aux objets et d'autres qualités qui sont dites secondaires, qui, elles, n'appartiendraient pas aux objets, comme par exemple la couleur ou le goût, qui seraient des qualités secondaires qui adviendraient en interaction avec notre esprit, mais qui ne seraient pas des qualités intrinsèques aux objets. Et ces présupposés desquels partent les neuroscientifiques ne sont absolument pas anodins sur le plan métaphysique, puisque cela signifie, en couplant leur réalisme et en couplant les pouvoirs d'objets, que le monde réel, selon eux, serait totalement différent du monde que l'on perçoit. Et je vais d'ailleurs vous citer Kandel, Schwartz et Gesell qui écrivent dans leur ouvrage Essentials of Neural Science and Behavior: nous recevons des ondes électromagnétiques de différentes fréquences, mais nous percevons des couleurs, rouge, vert, orange, bleu ou jaune. Nous recevons des ondes de pression, mais nous entendons des mots et de la musique. Les couleurs, les sons, les odeurs et les goûts sont des constructions mentales créées dans le cerveau par le traitement sensoriel. Ils n'existent pas en tant que tels en dehors du cerveau. Ce type d'affirmation relève plus de la doctrine métaphysique plutôt que d'hypothèses empiriquement démontrées, puisqu'on ne peut pas démontrer empiriquement qu'une pomme n'est pas intrinsèquement sucrée ou que l'herbe n'est pas intrinsèquement verte. On peut arriver à identifier des mécanismes qui font que l'on perçoit ces qualités-là, des mécanismes neuronaux, physiologiques, etc. Mais ce n'est pas parce que l'on identifie ces mécanismes que l'on a prouvé que l'herbe n'est pas réellement verte, qu'il ne s'agit pas de l'une de ses qualités. À mon sens, ce problème est vraiment lié à la notion de référence définitionnelle, c'est-à-dire que si je définis directement le rouge comme étant telle expérience phénoménale, peut-être que à ce moment-là, oui, nous avons plus d'indices pour nous dire que l'objet en lui-même n'est pas intrinsèquement rouge, mais que le rouge est une construction de notre subjectivité. Donc, comme le référent est sur nous et sur notre subjectivité, nous avons plus d'indices pour en arriver à ce type de conclusion. Alors que si je définis le rouge comme étant une certaine organisation moléculaire sur la pomme qui est rouge ou certaines longueurs d'onde directement, eh bien, peut-être que s'il s'agit de cet agencement moléculaire directement accessible sur la pomme, je peux dire que la pomme est rouge et que cette propriété lui appartient. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment une notion de référence, de référent définitionnel. Mais il n'en parle pas vraiment et je pense que c'est quand même un point assez important. Maintenant que nous avons parlé de certains présupposés métaphysiques dont des neuroscientifiques peuvent faire preuve, nous allons désormais aborder the binding problem, le problème de la liaison. Un autre problème dans la littérature scientifique qui est encore très actuel, notamment en neurosciences et aussi en philosophie, c'est the binding problem, encore en lien avec la notion de perception et de sensation. Et en français, nous pourrions appeler cela le problème de la liaison. Donc, il s'agit de vraiment arriver à comprendre comment plein de perceptions sensorielles totalement différentes, comme la forme d'un objet, son odeur, son visuel, arrivent à ne former qu'un dans notre esprit et ne pas être incohérents ou totalement désynchronisés. C'est un problème qui vraiment fait couler de l'encre depuis extrêmement longtemps et je vais vous faire un petit retour historique, encore une fois avec Aristote et Descartes, parce que je ne sais pas pourquoi, je vais revenir exactement avec les mêmes auteurs que dans la dernière vidéo. En même temps, ils ont été assez productifs, donc ça va, il y a de la matière. Aristote avait déjà ce type de questionnement autour du problème de la liaison, et lui, il avait théorisé la notion de sensus communis, c'est-à-dire sens commun, parce qu'il pensait que comme nous avions plein de perceptions sensorielles différentes, il fallait bien qu'elles soient unifiées quelque part. Et cette unification, pour lui, se situait dans le cœur. Le cœur, selon lui, unifiait toutes nos perceptions sensorielles en une perception et aussi permettait de les synchroniser. Par exemple, le soir, lorsque nous nous endormons, il y a une forme de synchronisation de nos perceptions, de nos sens, de nos perceptions sensorielles. Et il pensait que c'était dû à ce cœur qui synchronisait toutes nos perceptions sensorielles et tous nos sens. Et par la suite, les questionnements se sont surtout centrés autour de la localisation de ce sensus communis. Et beaucoup de penseurs ont imaginé que ce sensus communis se trouvait dans un ventricule cérébral. Notamment, un grand médecin et philosophe actif entre 980 et 1037 écrivait
Le sensus communis est situé dans la partie antérieure du ventricule frontal du cerveau. Il reçoit toutes les formes imprimées par les cinq sens et transmises à lui depuis ceux-ci. Ensuite vient la faculté de représentation située à l'arrière du ventricule frontal du cerveau, qui conserve ce que le sensus communis a reçu des cinq sens individuels, même en l'absence de l'objet perçu. La doctrine ventriculaire demeure majoritaire durant plusieurs siècles jusqu'à ce que Descartes vienne mettre son grain de sel au XVIe, XVIIe. Et pour rappel, selon lui, il y a interaction entre l'âme et le corps. Et cette interaction, le centre de cette interaction se trouve au niveau de la glande pinéale, qu'il situe à tort à l'intérieur des ventricules. Et selon lui, s'il choisit donc cette glande pinéale comme étant aussi le sensus communis, donc il le choisit vraiment comme le centre de centralisation des informations sensorielles, c'est aussi parce que cette glande pinéale est vraiment au centre de notre symétrie corporelle, ce qui lui permet de penser que cela centralise les informations sans qu'il y ait des problèmes de temporalité, parce que d'un côté du corps, les informations prendraient plus de temps à venir que pour l'autre partie du corps. Par exemple, si le sensus communis se trouvait à gauche de mon cerveau, il pensait que l'œil droit aurait des informations qui prendraient plus de temps à arriver à ce sensus communis que l'œil gauche, ce qui poserait problème. Alors que là, comme la glande pinéale est au centre du cerveau, eh bien, il n'y a pas de problème de synchronicité. Selon Descartes, c'est dans la glande pinéale que se rejoignent les deux images venant d'un seul objet à travers les deux yeux, ou les deux impressions venant d'un seul objet à travers les organes doubles de n'importe quel sens, main, oreille, etc., pour former une seule image ou impression avant d'atteindre l'âme, afin qu'elle ne lui présente pas deux objets au lieu d'un seul. Il avait peur de cette notion de dédoublement s'il n'y avait pas de synchronisation. Maintenant que je vous ai fait une petite recontextualisation historique, qu'est-ce qui pose problème aux auteurs dans ce problème de la liaison? C'est plus la formulation de ces problèmes par les neuroscientifiques qui leur pose problème que le problème en lui-même. Puisque les neuroscientifiques le présentent souvent comme nous avons un objet extérieur, par exemple une fleur, avec différents canaux qui vont percevoir cette fleur, par exemple le canal de la vision, le canal de l'odorat, de l'ouïe, etc. Et ensuite, nous allons faire une reconstitution interne de cette fleur qui sera unifiée. Et c'est cela que les philosophes dénoncent. Ils dénoncent le fait que cela donne l'impression d'un théâtre cartésien, avec un public interne qui va percevoir cette reconstitution de fleurs. Sauf que c'est une vision qui est potentiellement erronée et qui d'ailleurs a été dénoncée par d'autres philosophes de l'esprit comme Daniel Dennett. Il y a souvent cette conception du théâtre cartésien qui est plus ou moins assumée, plus ou moins inconsciente dans la manière de décrire les choses, alors que rien ne nous indique que nous avons un théâtre cartésien de manière interne. Et c'est pour cela que c'est cette notion de reconstitution qui est dénoncée par les auteurs. Je ne pense pas qu'ils remettent en question le problème dans sa dimension de synchronisation entre les différents sens, mais plus cette métaphore de la reconstitution. Qu'est-ce que le théâtre cartésien plus précisément? C'est une notion qui a été abordée par Daniel Dennett dans son livre La conscience expliquée, que je conseille car il pose certaines bases en philosophie de l'esprit, mais d'un autre côté, c'est un livre qui est vraiment dilué et très long. Donc à la limite, vous pouvez toujours essayer de trouver des résumés ou de demander à une IA de le résumer, au moins vous aurez directement le substrat du livre. Donc, selon Daniel Dennett, le théâtre cartésien, c'est le fait qu'il y ait comme une centralisation de toutes nos perceptions sensorielles et qu'il y ait une projection interne de ces perceptions-là, comme d'un film ou d'une représentation théâtrale, avec un homoncule ou un public qui regarderait cette scène, cette représentation miniature du monde extérieur. Et il dénonce le fait qu'un certain nombre de neuroscientifiques aient tendance à utiliser plus ou moins implicitement cette métaphore-là. Par exemple, lorsque l'on dit nous modélisons le monde extérieur ou nous reconstituons le monde extérieur dans des représentations mentales, cela fait référence à ce théâtre cartésien. Alors, cela suppose qu'il y a une séquence unique qu'il faudrait reconstituer, une temporalité unique, une unification des différentes perceptions qui devrait se rendre accessible à la conscience. Si le théâtre cartésien s'appelle le théâtre cartésien, c'est en référence à Descartes et à sa glande pinéale qui centralise les informations pour les rendre disponibles à l'âme. Il s'agit un peu de la même logique sans le dualisme associé. Et cela ne reflète pas réellement les données actuelles en neurosciences, qui font plutôt référence à des systèmes distribués qu'à une réelle centralisation des informations qui seraient rendues accessibles à la conscience à la manière d'un théâtre cartésien. Daniel Dennett soutient le fait que la conscience serait plutôt le résultat de la sélection d'un certain nombre d'informations qui sont en concurrence entre elles,
plutôt que une sorte d'être passif qui observerait une reconstitution du monde qu'on lui donnerait. Il soutient qu'il n'y a pas de moment unique où nous prenons conscience en regardant le film de notre vie ou la reconstitution du monde extérieur, mais plus qu'il y a cette compétition entre toutes les informations, qu'il y a même des rectifications. Il ne s'agit pas d'un homoncule comme ça, la conscience, qui aurait accès à cette reconstitution. C'est pour cela que les auteurs dénoncent la manière dont est formulé The Binding Problem, puisqu'en général, c'est vraiment formulé à la manière d'un théâtre cartésien, avec une reconstitution interne des objets externes et une prise de conscience de cette reconstitution-là. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que j'aurai été assez claire dans la présentation des différents concepts, sinon n'hésitez pas à me mettre un commentaire avec vos questions ou vos remarques. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir tous vos retours sur la dernière vidéo. Apparemment, elle a été assez appréciée alors que je me disais: «Erreur méréologique», déjà, qui connaît cette expression au quotidien? Personne, donc je ne pensais pas qu'elle aurait un tel succès pour, le sujet extrêmement précis. Donc merci beaucoup pour vos retours, n'hésitez pas à commenter aussi sous cette vidéo et à bientôt.